Bonjour, aujourd'hui on aborde un sujet explosif, les stratégies de négociation de Donald Trump, Emmanuel Macron, Zelensky ou Poutine. Analysés à travers leur type énagramme. Trump et Poutine, des types 8, Macron un type 3, Zelensky un type 7. On va décrypter comment leur profil psychologique façonne leur tactique. Pour chacun, on explorera ce qu'ils ont fait de bon, de brutal, et ce qui frôle ou dépasse les limites de la légalité, leur transgression. Avant de plonger dans les profils, un mot sur l'énéagramme. Ce système psychologique divise les personnalités en 9 types, chacun avec une motivation et des peurs différentes. En négociation, ces traits expriment comment on persuade, intimide ou manipule. Le type 8 cherche le contrôle. Il est la faiblesse, il déteste la faiblesse. Trump et Poutine sont des 8 et on verra que ça influence beaucoup sur leur brutalité notamment. Le type 3 vise le succès, craint l'échec. Macron incarne totalement ce type-là, même si il le pousse à un certain paroxysme. Le 7 fuit la douleur. Il mise sur l'espoir. C'est Zelensky qui fuit tout ce qui peut être douloureux, mais porte l'espoir de tout un pays derrière lui. Et pour autant, on verra que ça peut le desservir à certains moments, ou ça a des défauts aussi. On va analyser leur action dans un cadre précis, le conflit en Ukraine, où l'aide massive, argent, armes, soulève des questions. Certains y voient une croisade pour la liberté, d'autres y voient des magouilles ou des intérêts financiers ou politiques pour certains, qui priment beaucoup sur l'humain, certaines fois. Tout au long de leur carrière, ces leaders ont montré des facettes positives, brutales quelquefois, parfois douteuses même. Décortiquons-les et on va voir dans quel cas ils ont été brutaux, comment ils sont bons ou comment ils sont limite. Pour bien comprendre les stratégies de ces 4 hommes, il nous faut d'abord saisir que c'est une négociation géopolitique. Qu'est-ce que c'est qu'une négociation géopolitique? C'est un jeu d'échecs de haut niveau, à haut risque. Chaque mouvement politique, comme si on déplaçait les pièces sur un échiquier, compte. Les leaders doivent défendre leurs intérêts nationaux tout en évitant les conflits majeurs ou une escalade militaire ou économique, ce qui se produit de plus en plus, voire pousser une escalade militaire dans certains cas, comme on le voit en ce moment un petit peu. Trump, Macron, Zelensky et Poutine ont des objectifs très différents. Le pouvoir global pour les uns, Poutine, Trump, une survie nationale pour les autres, Zelensky, et une influence régionale dans une stabilité européenne, voire accroître l'influence européenne pour Macron. Mais comment s'y prennent-ils pour convaincre, manipuler ou imposer leur point de vue? Passons de leur profil psychologique et tactique au peigne fin. On va commencer par Donald Trump. Donald Trump est un 8, probablement de sous-type social. Un 8 veut dominer et redoute d'être manipulé. Il a une carrière qui va de magnat de l'immobilier à président du plus grand État au monde. Comment négocie-t-il? Il négocie avant tout comme un businessman. Il a toute sa carrière négociée dans l'immobilier comme un businessman. Et il fait la même chose, les mêmes techniques de négociation, il les met en œuvre dans la diplomatie internationale. Pas toujours avec une main heureuse. Il se distingue par une personnalité assertive, confiante et déterminée. Ces caractéristiques se manifestent notamment dans sa capacité à prendre des décisions rapidement et à défendre ses positions avec conviction. Cependant, cette assertivité peut aussi être perçue comme de l'arrogance ou un manque de considération pour les avis contraires, notamment lorsqu'il rejette des critiques ou remet en question les institutions établies. Son style de communication, il est direct, provocateur, souvent marqué par des hyperboles. Il privilégie un langage simple et chargé en émotions, souvent grossier, ce qui lui permet de se connecter avec une large audience. Cette approche contourne les élites et les médias traditionnels pour s'adresser directement au peuple. Son usage intensif des réseaux sociaux illustre cette stratégie de communication sans filtre. Le 8 peut souvent se montrer irrespectueux, grossier, comme quand il dit que la plupart des pays sont prêts à lui lécher le cul, ce qui facilite pas franchement les négociations, je pense. Because I'm telling you, these countries are calling us up.
kissing my ass. N'oublions pas que le type 8 peut souvent aussi sombrer dans le sadisme très facilement. Trump semble guidé par une quête de pouvoir. Il accorde une grande importance à la loyauté et à l'efficacité. Il favorise ainsi les collaborateurs qui lui sont fidèles et aborde une approche pragmatique. Ces décisions sont souvent pointées du doigt pour leur manque de transparence ou pour avoir privilégié des intérêts personnels, notamment dans les relations d'affaires ou diplomatiques. C'est une figure polarisante. Son style de leadership, souvent perçu comme autoritaire, a suscité des tensions au sein de son administration même. Ses partisans le considèrent comme un défenseur des oubliés, un homme d'action capable de bousculer les systèmes établis, tandis que d'autres le jugent comme une menace pour les normes démocratiques. Paradoxalement, car il a plutôt rétabli de la démocratie en ce moment aux États-Unis et de la liberté d'expression. Ce qu'il a fait de bon. Les grandes lignes de ce qu'il a fait de bon, c'est par exemple son sommet avec Kim Jong-un, qui a ouvert la voie vers une détente avec la Corée du Nord. Les accords d'Abraham ont rapproché aussi Israël des pays arabes, même si cela est remis en question maintenant. C'était un succès rare à l'époque. Il a proposé et poussé un cessez-le-feu en Ukraine, négociant avec Poutine une pause sur les frappes énergétiques, un geste pragmatique pour limiter les dégâts sur les infrastructures. Il a été aussi brutal. Il n'y va pas avec des pincettes. Il a menacé le Mexique et le Canada de taxes effrénées, je dirais, si il ne mettait pas fin à l'immigration ou au trafic de drogue. Il est quelquefois extrêmement dur dans ses négociations, voire coercitif. Il utilise facilement le chantage économique de manière extrêmement brutale, comme il l'a fait en bouleversant l'économie mondiale, qui a provoqué des krachs boursiers dernièrement, en augmentant les taxes douanières. Ce style est typique d'un 8, qui intimide en sortant le gros bâton pour négocier, mais bien souvent braque, aliène les gens avec qui il veut discuter, comme c'est le cas de la Chine en ce moment, où la Chine ne répond pas positivement aux avances de gros bâtons de Trump. Ce qui frôle ou dépasse les limites légales. Trump a souvent flirté avec la ligne rouge. Trump négocie avec audace, mais son contrôle peut virer à la coercition. Et ces deals soulèvent des soupçons de magouille financière où l'aide devient un outil de chantage. Il peut aussi être soupçonné d'avoir manipulé les cours boursiers, et notamment en lançant sa propre crypto-monnaie quelques jours après son investiture. On considère aussi qu'il a pu avoir des rapports privilégiés avec la mafia new-yorkaise dans son parcours immobilier ou avec son casino. C'est un leader très ambigu. On va maintenant voir un autre leader très ambigu, Emmanuel Macron. Les trois veulent briller, être reconnus, mais craignent l'échec. Emmanuel Macron se distingue par une personnalité ambitieuse, confiante et intellectuelle. Son parcours de banquier d'affaires à président, à seulement 39 ans, révèle une détermination exceptionnelle et une forte croyance dans ses capacités. Il aborde les problèmes avec une approche analytique et pragmatique, héritée de sa formation à l'ENA et de son expérience professionnelle. Ses discours reflètent une tendance à intellectualiser les enjeux. Cependant, cette assurance peut parfois glisser vers de l'arrogance. Des déclarations comme « les gens qui ne sont rien » ou « traversent la rue pour trouver un emploi » ont renforcé l'image d'un dirigeant déconnecté des réalités quotidiennes. Mais vous perdez pas de temps à m'écrire un mot, hein. En fait, jamais, non, mais je. Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Lors de la crise des Gilets jaunes, son style de communication jugé distant ou condescendant a accentué ce reproche. Macron adopte un leadership vertical, qu'il qualifie lui-même de jupitérien, inspiré par une vision centralisée et autoritaire du pouvoir. Il concentre ses décisions au sein d'un cercle restreint et n'hésite pas à imposer des réformes ambitieuses comme celle du Code du travail ou des retraites, souvent par ordonnance malheureusement. Ce style le positionne comme un réformateur déterminé, mais il lui vaut aussi des accusations d'autoritarisme et un manque de dialogue social. À l'international, il se présente comme un fervent défenseur de l'Europe. Toutefois, ses initiatives diplomatiques, que ce soit en Russie ou avec l'Algérie, semblent idéalisées plus que concrétisées. Ils ne produisent pas souvent les effets attendus. L'une des capacités majeures du type 3, c'est sa capacité à altérer la réalité. Ce sont des spécialistes du mensonge
qui devient pour eux une véritable façon de vivre ou de survivre, car ils ne réussissent pas à imposer l'image qu'ils voudraient. Macron est animé par une vision moderniste et ambitieuse de l'Europe. Il promeut l'innovation, l'entrepreneuriat et la transition écologique. Cette quête de modernité s'accompagne d'un désir de marquer l'histoire. Cependant, cette volonté peut le conduire à sous-estimer les résistances sociales ou à surestimer sa capacité à rallier les Français à sa vision. En type 3, Macron a un énorme besoin de briller, ce qui peut le déconnecter des réalités. Sa distance émotionnelle limite aussi son impact avec le public, plus sensible à l'empathie. Il excelle dans le registre de la raison, moins dans celui du cœur. Ce qu'il a fait de bon. En 2015, comme ministre, il a contribué aux accords de Paris, un jalon essentiel sur le climat. Il a livré des armes à l'Ukraine en 2022, tout en évitant une rupture avec Poutine et en maintenant le dialogue. Ses succès montrent un Troie capable de fédérer pour des causes nobles, ce qu'il a fait de brutal. Macron peut être brutal par ses actes ou par ses mots. En 2018, face aux Gilets jaunes, il a maintenu des réformes impopulaires et qualifié certains manifestants de foule haineuse. De parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. Une posture perçue comme extrêmement arrogante. En 2025, il a critiqué Zelensky pour son inflexibilité face à Trump. Une remarque insensible alors que l'Ukraine luttait. Ce détachement typique d'un Troie focalisé sur un plan alimente l'idée qu'il privilégie son image sur la réalité du terrain. Macron a des zones d'ombre. Les contrats douteux de McKinsey pour gérer le Covid ont soulevé des soupçons de favoritisme. Les déclarations financières ambiguës sur le financement de sa campagne électorale et les commissions touchées pendant sa carrière de banquier laissent planer des doutes sur sa probité. Parlons maintenant de Zelensky. Un type 7. Les 7 recherchent l'espoir et fuient la douleur. De comédien à président, Zelensky a un parcours exceptionnel. Il négocie comme un communicant qui galvanise, dans un contexte où l'aide à son pays est vitale, mais soulève aussi des questions. Zelensky se distingue par une personnalité charismatique, résiliente et pragmatique. Son expérience dans le divertissement lui a vraiment permis de développer cette capacité, utilisant l'humour et l'émotion pour établir un lien fort. Cependant, ce passé atypique révèle aussi certaines faiblesses comme un manque d'expérience politique. Le leadership de Zelensky est marqué par une attache populiste et inclusive. Il se présente comme un outsider. Il a su gagner la confiance des citoyens en promettant un combat ferme contre la corruption. Depuis le début de la guerre contre la Russie, il a adopté une posture combative et inspirante, refusant de quitter Kiev et incarnant la résistance nationale. Malgré ses qualités, son style peut aussi être perçu comme impulsif et réactif à certains moments. Il semble animé par un désir de réformer l'Ukraine et de défendre sa souveraineté. Sa campagne électorale reposait sur les promesses de modernisation et de lutte contre la corruption qui est vraiment un vrai fléau en Ukraine. Probablement le pays le plus corrompu qui soit proche de l'Europe. Avec la guerre, il s'est imposé comme un protecteur de la nation, porté par une détermination à préserver l'indépendance de l'Ukraine avant tout. Zelensky est aussi une figure polarisante. En Ukraine, il est devenu un mythe, un symbole de résistance. À l'échelle internationale, ses discours émouvants dans les parlements étrangers ont consolidé son image de leader capable de mobiliser une opinion mondiale. Ses détracteurs le décrivent toutefois comme un manipulateur et un pion de l'Occident, critiquant son réalisme dans certaines négociations et sa dépendance aux aides financières. Ce qu'il a fait de bon, il a redonné de l'espoir à l'Ukraine. En 2019, sa campagne anti-corruption a captivé les électeurs et s'est montré au début relativement efficace. Depuis 2022, il a obtenu des milliards en aide militaire et financière. En 2025, il a accepté une trêve partielle, proposée par Trump, montrant un pragmatisme de celle qui recherche, même sous la pression, des solutions avant tout. Ce qu'il a fait de brutal. En 2022, il a limogé des officiers soupçonnés de corruption, sans fournir publiquement de preuves. Est-ce une purge? Cela a été perçu comme ça. Est-ce de l'opposition qui l'aurait banni de cette façon-là? Probablement. En 2025, il a qualifié Poutine de criminel irrécupérable, fermant la porte à tout dialogue direct et crispant les alliés. Avant l'invasion russe, la répression dans le Donbass a été extrêmement violente et a fait plus de 14 000 morts en 4 ans. Voyons maintenant ce qui frôle ou dépasse les limites. Depuis 2022, il a reporté les élections,
une décision critiquée comme antidémocratique. Il n'est plus élu depuis cette période-là et se refuse à réorganiser des élections. En 2023, la fermeture de médias a soulevé des questions sur la liberté de la presse en Ukraine. L'aide à l'Ukraine profite à des élites locales, comme des oligarques proches du pouvoir. Sans transparence, cela alimente les soupçons que Zelensky tolère des magouilles pour maintenir son régime. On peut lui reprocher son alliance aussi avec des partis néo-nazis qui l'ont mené au pouvoir. On peut aussi parler du projet de génocide dans le Donbass qui était prévu, qui a donné le prétexte à l'invasion russe. Parlons maintenant de Vladimir Poutine. Un type 8, comme Trump, mais avec une froideur calculée. Il est probablement de sous-type survie, lui, ce qu'on appelle aussi le sous-type conservation. Donc, c'est quelqu'un qui a une froideur et qui est capable de changer, d'être extrême dans certains comportements ou certaines décisions. Au pouvoir depuis 2000, il veut un contrôle total. Il craint de perdre son empire. Il est souvent perçu comme un leader autoritaire, calculé et pragmatique. Son passé au KGB a profondément influencé sa vision du monde, développant chez lui une approche méfiante et stratégique du succès et du pouvoir. Il valorise avant tout la stabilité. Il cherche à imposer, tant à l'intérieur de la Russie que sur la scène internationale, son image, qu'il développe comme une imagerie un petit peu épique. On peut le voir souvent faire du judo ou monter à cheval torse nu. Cette image de force est soigneusement calculée et entretenue euh, pour orchestrer des communications publiques de ultra-virilité. Cependant, cette façade de puissance, qu'on trouve souvent chez un 8, pourrait masquer des sentiments d'insécurité profonde, des sentiments de faiblesse qu'il faut fuir absolument. Le style de Poutine est marqué par une centralisation extrême du pouvoir. Il s'entoure d'un cercle restreint de loyalistes, souvent issus des services de sécurité, et tolère peu la dissidence et des opinions contraires aux siennes. Ce fonctionnement unilatéral peut être un mélange de paranoïa et de calcul stratégique, où chaque décision est minutieusement pesée pour renforcer son emprise sur le pouvoir. On reconnaît bien là un 8 légèrement en dépression, légèrement en désintégration de type. Sur le plan international, Poutine adopte une posture de défi face à l'Occident. Il considère l'Occident comme une menace pour la souveraineté russe. Des actions comme l'annexion de la Crimée ou l'intervention en Syrie illustrent sa volonté de restaurer la grandeur de la Russie et de s'opposer à l'ordre mondial dominé aujourd'hui par les États-Unis. Les motivations de Poutine semblent ancrées dans une vision nationaliste et conservatrice. Il se positionne comme le défenseur de l'identité russe, protégeant les valeurs traditionnelles contre ce qu'il perçoit comme la décadence morale de l'Occident. Cette rhétorique est souvent teintée d'une nostalgie de l'époque soviétique, où la Russie était une superpuissance respectée. Après plus de 20 ans à la tête de l'État, Poutine pourrait avoir développé une forme de mégalomanie amplifiée par un entourage de courtisans qui évitent de le contredire à tout prix. Un type 8, Poutine négocie avec une patience féroce. Mais sa brutalité et ses violations des conventions internationales le placent hors des normes. Toutefois, il a quand même fait des choses bonnes. Il a stabilisé la Russie après les années 90, renforçant l'économie et le sentiment national. Il a, en 2008, négocié un cessez-le-feu en Géorgie, limitant ainsi l'escalade. En 2025, il a accepté une trêve partielle sur le pilonnage des infrastructures ukrainiennes après un appel de Trump. Un geste tactique, même s'il servait ses intérêts. Ce qu'il a fait de brutal. La brutalité est la marque de Poutine. Dans la seconde guerre de Tchétchénie, sous son autorité, il a causé des milliers de morts civiles. En 2014, l'annexion de la Crimée a défié l'ordre mondial. En 2025, il a intensifié des frappes sur les structures ukrainiennes tout en négociant. Une tactique cruelle de 8 assez typique, puisqu'il va d'un côté donner des coups de bâton, pendant ce temps, il ouvre une porte aux négociations. Maintenir la pression psychologique, c'est ça le but. L'invasion de l'Ukraine a été qualifiée de crime d'agression. Il est notamment sous mandat d'arrêt de la CPI. En 2025, les bombardements sur les cibles civiles sont classés aujourd'hui comme des crimes de guerre avérés. Les divers assassinats qui ponctuent toute sa carrière politique. On ne peut pas lui attribuer. Ce sont des accidents, des événements malheureux, des hasards qui ne sont absolument pas prouvables. Comment ces profils s'affrontent-ils? Et surtout, au sujet de l'aide en Ukraine, quel
ce qu'il cache comme intérêt trouble. Trump versus Poutine. Deux challengers qui se respectent mais se bloquent. Trump veut des deals rapides, Poutine mise plutôt sur l'usure de la situation. Leur trêve en 2025, trêve partielle, a masqué des négociations sur les ressources suggérant qu'il pouvait y avoir des intérêts financiers et un agenda financier qui se mettait en place de part et d'autre. Macron versus Zelensky. Macron brille, Zelensky inspire. Mais leur divergence montre que l'aide européenne pourrait avantager les industries françaises ou européennes et pas seulement avantager l'Ukraine. Zelensky versus Trump. Zelensky résiste, mais Trump l'écrase, comme en février. Si l'aide est conditionnée à des contrats, Zelensky pourrait être forcé d'accepter des deals plus ou moins opaques avec Trump pour sortir de là. Poutine versus Macron. Poutine exploite le côté performeur de Macron, accusant l'Occident de profit sur les guerres pour détourner l'attention de ses propres crimes. L'énéagramme révèle les pulsions de chacun. La domination pour les 8, le succès pour les 3, l'espoir pour le 7. Si l'aide à l'Ukraine masque des magouilles, contrats douteux, enrichissement d'élite, leurs négociations deviennent un peu un jeu d'intérêt économique déguisé sous des aspects moraux. La morale est-elle vraiment présente dans tout cela? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. En conclusion, qui est la brute? Qui est le bon? Qui est le truand? Est-ce qu'en politique, les hommes politiques ne seraient pas un petit peu tous les trois, à certains moments, ou peut-être en même temps? Allez savoir. Mais si vous avez un avis sur le sujet, donnez-le-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez. Ça sera quelque chose qui nous aidera à promouvoir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.